Voilà, mes chers amis, on va reprendre avec Monsieur Ababou. Je ne sais pas si dire secours, cette émission, je ne sais plus quoi dire, qui est tellement appréciée dans le monde. À chaque fois que je reviens, bon, pour l'instant c'est tous les 15 jours, peut-être qu'un jour on passera toutes les semaines. Je n'arrête pas de dire à mon grand ami, mais vous ne savez pas le nombre de messages que je reçois. Les gens veulent vous connaître, les gens demandent des cours, etc. Alors je vous annonce déjà que Monsieur Ababou a un site qu'il va commencer à diffuser. Je vais envoyer très prochainement à tous mes contacts WhatsApp, ce sont des milliers, l'adresse du site de Monsieur Ababou. Je vais le mettre sur mon Facebook aussi, où j'ai plus de 10 000 personnes qui le suivent. Et de manière à ce que vous puissiez véritablement être en contact avec Monsieur Ababou, lui adresser des questions. Et comme il va maintenant, il le fait déjà, mais il va commencer à diffuser régulièrement des cours, enfin je ne sais pas comment appeler ça, en tous les cas, bon, on se comprend. Vous pourrez être en contact avec lui et encore une fois, il y a une demande énorme. Combien de personnes se sont adressées à moi et m'ont dit, mais on voudrait être en contact avec cet homme-là, il est tellement éclairant, il faut absolument, quelle est la possibilité? Donc vous allez vous lancer maintenant dans un site qui, je pense, aura une très grande réussite. Et alors aussi, je veux dire, d'une manière tout à fait, moi j'aime pas le mot miraculeuse, mais bon, c'est pour parler en français. Je viens de monter ce matin, j'avais hier soir une interview avec une radio en France qui m'ont demandé, pas une radio juive, mais qui m'ont demandé de faire une émission avec eux sur ce qu'on pourrait appeler le nouvel ordre mondial. Et je viens de monter le cours ce matin sur mon site. Et quand j'arrive ici, je demande à mon ami de quoi on va parler. Et il me dit, sans savoir bien sûr que j'avais fait cette émission, que j'avais déjà mis le cours sur mon site, il me dit de quoi, je lui demande de quoi on parle aujourd'hui. Il me dit, on va parler du nouvel ordre mondial. Enfin, à sa manière, bien évidemment. Et donc, voilà. Et juste à titre d'introduction, je pense que de plus en plus de personnes de par le monde, ne serait-ce que la preuve, cette radio en France, radio très connue, qui m'a interviewé hier soir pour me demander mon avis justement sur toutes ces questions qui traitent ce qui est en train de se passer dans le monde, cette volonté de mettre la main sur le monde et d'uniformiser l'humanité et de la rendre toute au service finalement de quelques puissances qui dirigeront le monde. C'est ce qu'on appelle l'idéologie nimrodienne, pour ceux qui comprennent. Et je pense que de plus en plus, ce sont des centaines de milliers, voire des millions dans le monde qui commencent à comprendre qu'on est dans une situation très délicate, très difficile, et que personne ne sait vraiment comment les choses vont aboutir. On va écouter notre cher ami, notre grand spécialiste, Monsieur Ababou, qui va traiter d'une certaine manière de ce sujet aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Bien, pour l'économiste qui est dans les valeurs morales, pour l'économiste qui veut être fidèle, si vous voulez, au principe de justice, la première question qui se pose aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Tout ce qui se produit, tout ce qui se crée, se délite, se détruit aussitôt. Le temps économique n'est plus ce qu'il était, du tout. Moi, quand j'étais étudiant arabe, on parlait du temps séquentiel. On prenait des courbes, on prenait sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, même 50 ans, et on essayait de comprendre l'évolution de ces courbes. Et c'était, si vous voulez, quelque part, relativement prévisionnel. On pouvait comprendre ce qui allait se passer. On pouvait même, à la limite, dire aujourd'hui ce qui pourrait se passer demain dans certaines conditions. Les choses étaient claires. Il y avait, si vous voulez, un processus prévisionnel qui était sous-jacent. On était en train de comprendre véritablement que dans 50 ans, il va y avoir tel ou tel objectif, et ça se faisait. Ça se faisait. On parlait de conjoncture très court terme, on parlait de temps court terme, ça veut dire entre 2 et 5 ans. On parlait de temps moyen terme, entre 5 et 7 ans. On parlait de temps très long terme, en plus de 25 ans. Et on parlait de séculaire, plus de 50 ans. Mais c'était clair. Aujourd'hui, plus rien n'est clair. On est dans l'immédiat. On est dans
l'intuition. Dans le flou. On est dans le flou total. On est dans le flou total. Et on est surtout dans ces situations qui ne sont plus du tout, pour un économiste, pour un politologue, prévisibles. Et il est évident que ce flou total est programmé Voilà. pour déstabiliser Voilà. l'humanité tout Voilà, entière. exactement. Alors, pour l'économiste, si vous voulez, qui voit ça, il dit, mais attends, si je suis moral, si j'essaie d'être juste, si je suis fidèle à mes, entre guillemets, pères économistes, mais plus rien ne va plus. Je ne peux plus enseigner l'économie comme j'ai enseigné l'économie il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ce n'est plus la même chose. L'économie a implosé. Les règles ont implosé. Il n'y a plus du tout de mouvement directionnel. Avant, le chef d'entreprise parlait d'objectifs déterminés par la direction générale. Après, stratégie déterminée par les sous-directions. Et il y avait la tactique, c'est-à-dire l'opérationnel, par les ouvriers. C'est-à-dire véritablement, regardez comment ça se passe dans le monde des fourmis, excusez-moi, dans le monde des abeilles. Vous avez la reine, vous avez les fourmis ouvrières, et vous avez les fourmis qui vont garder la reine. Et chacune va faire sa fonction exactement comme il faut. L'entreprise était, quelque part, extrêmement nette, saine, parce que chacun est à sa place. Et chacun avait une fonction complémentaire aux autres raves. Et on ne va pas commencer à chercher à prendre la place de l'autre parce qu'on savait très bien qu'on était, nous, quelque part, à notre place. Or, ce processus-là, si vous voulez, de l'entreprise capitaliste a commencé, on le sait, nous maintenant on le sait, aux environs du XVIIIe siècle, et qui va prendre de l'ampleur par les concentrations, et qui va faire que, en fin de compte, l'entreprise de locale, nationale, internationale, va devenir un jour, et là on va y revenir tout à l'heure, mondialiste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mondialisation? On verra tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec l'international, c'est tout à fait autre chose. Une entreprise internationale... L'international, c'est les liens entre les nations. Voilà. Une entreprise multinationale, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui a une maison mère d'origine, si vous voulez, dans un pays d'origine, par exemple la France, Renault, qui va avoir une filiale au Portugal, une filiale peut-être pourquoi pas en Algérie, en Israël ou aux États-Unis, et chacune vont travailler en symbiose les unes par rapport aux autres, selon les ordres qu'elles reçoivent de Renault Centre. Vous voyez, C'est incroyable, vous prenez l'exemple de Renault, parce que moi, ça fait des années que je ne roule qu'en Renault. Ben, vous voyez. C'est les meilleures voitures du monde. Et donc, si vous voulez, cette direction générale de Renault va donner les ordres qui vont être appliqués selon la mentalité portugaise, la mentalité américaine, la mentalité israélienne ou la mentalité algérienne. C'est-à-dire que véritablement que ces filiales-là vont faire partie d'un groupe. Bien sûr. Et c'est ce qu'on appelle un groupe industriel. Maintenant, Renault peut se regrouper avec Fiat. Bon, ça s'est pas fait, mais ça aurait dû se faire. Avec Fiat, et les deux groupes font ce qu'on appelle un groupe industriel, mais beaucoup plus grand. On est dans l'universel. On est dans l'international. C'est-à-dire que les règles sont des règles qui sont des règles de coût, bénéfice, des règles de baisse, si vous voulez, de l'endettement, des règles de rentabilité, des règles d'investissement, d'investissement dans les machines, d'investissement dans ce qui est, non pas forcément rentable, mais d'abord ce qui est productif. Après, dans un second temps, rentable. Mais dans un premier temps, on va accepter de perdre de l'argent pour le bien de tous. À ce moment-là, ce qui est important, c'est d'attirer la demande, de faire en sorte que la demande devienne consommation. Vous voyez, on fait une distinction entre la demande et la consommation. Si je suis Renault, on va reprendre le même exemple, je m'intéresse à un jeune, je m'intéressais, parce qu'aujourd'hui c'est plus la même chose, je m'intéressais à un jeune de 14 ans, parce que dans 4 ans il aura 18 ans, il aura son permis de conduire, et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir faire en sorte qu'il achète une voiture. Mais si vous voulez, je pars d'un point qui est une demande potentielle, et je vais essayer de la rendre consommation. Vous voyez, vous comprenez? Alors, à partir de ce moment-là, je vais donner aux ouvriers un sursalaire, je vais embaucher des ingénieurs, je vais embaucher des techniciens, je vais investir dans le marché financier pour pouvoir avoir plus d'argent, de capital, etc. Les choses sont relativement claires, mais c'est plus du tout aujourd'hui la même chose. Aujourd'hui, ce n'est plus ça du tout. Même au niveau de Renault ou de Peugeot Même au niveau de Renault et de Peugeot, ils ont été obligés de s'adapter à la nouvelle situation. On verra quelle est la situation tout à l'heure.
ou la prochaine fois. D'accord? Alors si je prends par exemple la direction générale, par exemple, je recommence Peugeot ou Renault, eh bien les choses étaient relativement claires. On pouvait faire une planification. On pouvait planifier la nouvelle voiture. Par exemple, en 1973, Citroën a fait une voiture qui n'a pas tenu du tout parce qu'ils se sont trompés. Ils ont fait la Palace, Citroën, qui consommait énormément d'essence. Voilà, elle a duré 6 mois, pas plus. Ils se sont trompés, mais ils avaient planifié une autre voiture. Aujourd'hui, on n'est plus capable de faire ça. Pourquoi? Parce que la sphère économique s'est mondialisée. On ne parle plus, si vous voulez, d'une demande française, d'une demande européenne, d'une demande africaine. On parle d'une demande mondiale. Tout individu, alors je vous explique. Tout individu, quel qu'il soit, on a dépassé le principe de nationalité. Tout individu qui gagne, par exemple, je dis n'importe quoi, un exemple, 5 000 € par mois, peut acheter une Mercedes. Dans le monde. Pas en Israël. Non, pourquoi pas? Dans le monde. On parle de demande mondialiste. C'est-à-dire, on parle d'une demande qui n'a plus du tout les réflexes nationalistes. J'ai pas compris. Oui. Pourquoi avec 5 000 € par mois, on peut acheter une Mercedes? Et qu'est-ce que ça a à voir avec la firme Mercedes ou la parce que Mercedes va comprendre que un individu qui soit africain, qui soit entre guillemets américain ou qui soit israélien, à partir du moment où il a un revenu de base, il intéresse. On sort complètement de la culture, on sort complètement des lois nationalistes, on parle véritablement en termes de globalisation, on parle de corps monde, on parle de l'économie monde. Mercedes continue à appartenir aux Allemands, pas aux Américains. Alors c'est beaucoup plus compliqué que vous pensez. Alors, maintenant, bien sûr. Pourquoi? Alors pourquoi? Je vous explique. Dans l'entreprise internationale, qui est, si vous voulez, multinationale, elle a des filiales au Portugal, on a dit tout à l'heure, des Mercedes filiales. a des Non, par filiales exemple, je prends l'exemple de Renault, l'exemple de Renault. Elle a des filiales au Brésil, par exemple, etc. Oui. Bien, ça, c'est l'entreprise multinationale. Et pourquoi elle va au Brésil? Parce qu'il y a une demande, parce qu'il y a un marché, et parce qu'il y a des coûts de production moins élevés. Elle est intéressée par faire ça, parce que en s'associant avec telle entreprise brésilienne qui va être sa filiale, ils vont former quelque part une sorte de corps, si vous voulez, de production, productif, qui fait que le marché brésilien va être quelque part plus ou moins à la merci, j'allais dire, de Renault. Vous voyez, vous comprenez? Ça, c'est, si vous voulez, c'est l'entreprise normale. Mais dans l'entreprise... Ça apporte des bénéfices à cette entreprise brésilienne malgré tout. Bien sûr. Ils vont se rapprocher des sources de matières premières, du pétrole, de l'acier, ils vont se rapprocher du bois, ils vont se rapprocher des forêts. Bien sûr. Mais ça, c'est traditionnel. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise mondialiste? Alors maintenant, je vous explique. C'est qu'en fin de compte, il n'y a plus de pays d'origine. Il n'y a plus Allemagne, Mercedes est allemand. Mercedes n'est plus allemand. Théoriquement, non, laissez-moi parler. Vous allez comprendre. Au niveau de l'entreprise, Mercedes n'est plus allemand. Qu'est-ce qu'elle est, Mercedes? Elle est selon ce que le marché et le corps monde nécessitent. Par exemple, la direction générale, elle peut être en partie en Allemagne, mais en bonne partie peut-être au niveau de la recherche en Israël. Elle peut être aussi, et si Israël, pour toutes sortes de raisons, ce n'est plus suffisamment porteur, productif, pour toutes sortes de raisons, eh bien, on va mettre une partie à Washington et une partie à Tunis. Veut dire, je m'excuse, je suis vraiment au niveau le plus bas pour vous comprendre. Ce qui veut dire que des Américains, de vrais Américains, vont travailler pour Mercedes et, d'une certaine manière, vont être aussi une forme de patron aussi de Mercedes? Ou ce sont des simples travailleurs de Mercedes? Non, on ne parle pas de coopérative. Là, vous mélangez. Excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois. Non, on parle au niveau de la structure de la décision, la structure décisionnelle. D'accord? Vous avez la direction générale. Qui est en Allemagne. Qui, théoriquement, est en Allemagne. Mais pas forcément. Mais aujourd'hui, plus forcément. D'accord? C'est-à-dire que la direction générale de Mercedes peut être en Amérique? Peut-être. Elle va être éclatée. Nous sommes dans le monde, non pas de l'union, mais de l'éclatement. Elle va être éclatée. Divisée pour mieux régner. Divisée pour mieux régner, divisée pour mieux s'implanter, divisée pour mieux diviser. Divisée pour mieux diviser l'autre. Alors, résultat, elle peut être en Chine, elle peut être en Israël. En Israël, vous avez une direction très importante, par exemple, de IBM.
Ils ont quitté l'Amérique et ils sont venus en Israël, ils sont à RCA. Mais on parle de la direction générale qui va prendre des décisions techniques sur les 5-10 ans au niveau de la recherche. Ce sont des Israéliens ou des Américains? Ce sont des Américains qui vont utiliser des Israéliens. Mais seulement. Mais des Américains qui sont installés en Israël. Qui sont sous contrat, installés en Israël, etc. Et dont le capital n'est plus forcément américain, ou le capital de Volkswagen ou de Mercedes n'est plus forcément allemand. Il est dans les marchés financiers. C'est-à-dire que, en fin de compte, le financement n'est plus allemand, le financement n'est plus national, comme autant des firmes multinationales. Le financement, il est mondialiste. Et à partir de ce moment-là, c'est peut-être que le Qatar, en achetant une des parts de l'entreprise Mercedes dans le marché financier, va être détenteur carrément de la direction générale. Alors que c'est le Qatar, ce n'est plus du tout les Allemands. Il n'y a plus rien à voir. Il y a d'Allemands que le nom, si vous voulez. Alors c'est vrai que les Allemands, il y a des lois qui disent qu'une certaine partie du chiffre d'affaires doit revenir en Allemagne, etc. Ça c'est technique. Mais d'une manière globale, le principe général, c'est quoi? C'est l'éclatement des firmes. C'est l'éclatement des firmes. Aujourd'hui, par exemple, General Motors, qui était une firme absolument extrêmement développée. Sachez américaine. Sachez que le chiffre d'affaires, ça veut dire le volume des ventes de General Motors, au début des années 80, il y a à peu près une trentaine d'années, c'est pas si loin que ça, d'accord, était supérieur au budget général de la France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On parle de monstres là. Mais aujourd'hui, General Motors par rapport à ce monstre-là, n'est plus rien. Alors vous me dire, il est où le capital de General Motors? Il est dans les marchés financiers. Mais pourquoi ils ont accepté ça? Mais parce qu'ils n'avaient pas le choix arabe. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin. Écoutez, les États sont très endettés. D'accord? Les États sont très endettés. Ils sont dans un univers de concurrence. Et une concurrence exacerbée. Les petites et moyennes entreprises sont les grandes perdantes de cette histoire. Elles sont en train de mourir. C'est ce qu'on voit mais aujourd'hui. c'est pas d'aujourd'hui, oui. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Mais c'est ce qu'ils font aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui, ça. Ça vient au minimum du début des années 60. Au minimum. Le processus de concentration a tué la petite entreprise pour tout ramener au grand train. Oui, alors je vous explique. Je vais vous expliquer. La France est un tel pays. Je prends l'exemple de la France parce qu'on connaît un peu mieux la France que les autres pays. Oui. On peut parler d'autres pays, mais particulièrement la France. La France est un pays des petites entreprises. Le tissu des petites et moyennes entreprises. Oui, bien sûr. Une petite et moyenne entreprise sont des entreprises qui ont à peu près, bon, je vais très rapidement, moins de 10 salariés, c'est une petite entreprise. Entre 10 et 50, c'est une moyenne entreprise. Plus de 50 salariés, je vais très vite, parce que ceux qui connaissent l'économie vont dire, non, pas tout à fait, ça dépend du chiffre d'affaires, bon bref, je vais très vite. Plus de 50 salariés, c'est une grande entreprise, d'accord? Maintenant, ce tissu industriel qui est extraordinaire, qui vient du Moyen-Âge en France, qui vient d'une entreprise artisanale. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, il y a 500, 600 ans, n'est-ce pas, les patrons étaient en cohésion totale avec l'ouvrier. L'ouvrier, il suffisait qu'il fasse un chef-d'œuvre, parce qu'à l'époque, c'était pas l'argent qui était important, c'était la qualité. Il suffisait qu'il fasse un chef-d'œuvre, il passait devant un sort de jury d'examen, il avait, aujourd'hui on dirait le CAP, son BEP, il avait son certificat d'aptitude professionnelle, qu'on appelait à l'époque le chef-d'œuvre, qui faisait qu'il devenait maître artisan. C'est-à-dire que c'était, en fin de compte, contrairement à ce qu'on pense, c'était très mobile. Et l'ouvrier, il recevait un peu d'argent de poche, il était nourri et logé par le patron, vous voyez, et il y avait une symbiose entre les familles. Bien sûr que le patron restait patron, bien sûr que l'ouvrier et l'artisan était artisan, mais il y avait des maîtres artisans, et ces maîtres artisans-là ont formé une conurbation, une force. Vous voyez comment ça se passe? Et les forces secrètes ont commencé à pénétrer. Ils ont créé une force, une sorte de confrérie. Et cette confrérie-là a mené, avec la révolution industrielle, c'est-à-dire avec la technologie naissante de l'époque... Si je ne me trompe pas, c'est d'une certaine manière la naissance de la franc-maçonnerie. C'est aussi une sorte de caste de travailleurs qui ont une certaine puissance et qui ont commencé à devenir ce qu'est aujourd'hui la franc-maçonnerie. Oui, alors, la plupart des révolutionnaires français étaient des francs-maçons. On parle des grands. Bon, maintenant, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau était franc-maçon. D'accord. Bon, maintenant, indépendamment de cela, au niveau strictement économique, lorsque l'industrie est arrivée avec par exemple de nouvelles transformations de l'acier, etc., du fer, du bronze,
tout ce que vous voulez, des technologies qu'on ne connaissait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chef d'entreprise a pris cet ouvrier, il a créé ce qu'on appelle une sorte de cité ouvrière, et ensemble, ils ont essayé de produire. Vous comprenez? Il n'y avait pas cette notion qui existait après de domination, de dépersonnalisation du travail. Il n'y avait pas cette notion d'écart entre le patron et il y avait le respect. Le patron a participé au mariage des ouvriers. Vous voyez, quand est-ce que ça a commencé à se casser? Lorsque, regardez, les forces sourdes, ce qu'on appelle nous les forces de Nimrod, ont réussi à pénétrer ce milieu-là, où véritablement les plus gros ont commencé à manger les plus petits. Et comment? En faisant une concurrence effrénée. Ils ont détruit les marchés, ils ont détruit l'ordre des choses, ils ont détruit l'ordre naturel que Dieu a créé. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui, ça date déjà depuis au moins 200 ans. Au moins 200 ans. Après la Révolution française, si vous voulez, en France. Et à partir de ce moment-là, les choses n'ont plus été comme avant. Mais aujourd'hui, on ne sait plus où on en est. Pourquoi? Parce que les marchés financiers dominent tout. Les marchés financiers eux-mêmes ne sont plus autocontrôlables. Ils ne se contrôlent plus. Alors il y a beaucoup d'argent, mais comme on l'a dit de nombreuses fois les fois passées, mais cet argent-là n'est plus productif au sens naturel des choses. Je vous interromps. Dit dans un langage très simple, je reviens un petit peu en arrière. Ça veut dire que par exemple Mercedes ou Renault ou Peugeot, peu importe, c'est pas eux, c'est pas l'entreprise mère qui récupère tout l'argent des ventes. L'argent aujourd'hui est éparpillé dans différents endroits. Voilà, exactement. Alors, je vous explique. Donc, il n'y a plus aucune entreprise qui est propriétaire de toute sa production. Bien sûr que non, aujourd'hui. C'est ça le monde de la mondialisation. Nous sommes... Qui possède Renault? C'est certainement pas Renault. C'est certainement pas l'État français. Pourtant, Renault est nationalisé. Alors, qui possède Renault? Le marché financier. Et qu'est-ce que vous allez voir dans les marchés financiers? Vous allez voir des capitaux. Bon, je vais très vite, hein, c'est un exemple, hein, évidemment. Arabes, Qatar, Arabie Saoudite, Chinois. Les Chinois ont pénétré les marchés comme ça, en utilisant les marchés financiers, en utilisant l'économie de la culture, en utilisant l'économie, entre parenthèses, de l'information. Ils ont pénétré, mais comment? Je ne parle pas seulement des pots de vin, etc. Je parle de l'investissement. Comment? Par de l'investissement direct de l'étranger. Ce sont les Chinois, ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui les Qataris ou d'une manière générale les Arabes producteurs de pétrole qui ont pénétré. Et ce mécanisme-là, ça va commencer au début des années 70. Oui, c'est pas d'aujourd'hui, ça va faire presque 50 ans, Rav. Ça fait presque 50 ans. Alors, c'est pas fini. Les Japonais ont compris. Dès le début des années 80, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'Europe. On a dit l'autre fois que c'était un centre d'expérimentation, et ils ont commencé à expérimenter leurs produits. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des produits japonais, à l'époque c'était le Japon, aujourd'hui c'est la Chine, mais à l'époque c'était le Japon. Ils ont pris des produits, par exemple des poupées. La Chine a dépassé le Japon aujourd'hui? Non, attendez, oui. S'il vous plaît, excusez-moi. Oui. Le Japon a pris des produits de première nécessité de l'époque, des ballons, des trucs, des poupées, des vélos, tout ce que vous voulez, et à très bas prix, ils les ont vendus, déposés en France, et pour pouvoir essayer de voir comment que la demande française, la demande de consommation française allait s'adapter face à ces nouveaux produits, qui étaient des produits asiatiques, n'oubliez pas. Donc, quand ils ont vu que les choses prenaient et les choses se sont développées en dehors de toute limite, des entreprises françaises, PME ont disparu. Qui parle aujourd'hui de Joustra? Ça n'existe plus. Pourtant, Joustra, dans les années 60, c'était, je sais pas, 10-15% de la production française de jouets. Ça n'existe plus. Il y a de nombreuses entreprises comme ça qui descendent. À cause de l'introduction des Japonais. À cause de l'introduction des Asiatiques, des Japonais, aujourd'hui des Chinois. C'est-à-dire qu'au fin de compte, ce qui s'est passé, grâce au marché financier, n'est-ce pas, l'État japonais de l'époque a dessiné une sorte de prospection agressive d'implantation commerciale en France, en Europe. Ils ont fait ça comme un plan d'expérimentation. C'est ce qu'ils vont faire après les Chinois. Pourquoi le gouvernement a laissé faire? D'après vous. Parce qu'il y a derrière tout ça des intérêts énormes. Il y a des... Bon, je ne parle pas de pots de vin, mais il y a des intérêts énormes. Bon, on va parler de verre de vin. Voilà. Les Japonais disaient... Moi, je me rappelle très très bien, Rav. En 1986-87,
J'étais déjà ici, plus ou moins. J'étais en France et j'étais ici. Je donnais des conférences et j'étais ici. En tout cas, ma famille venait de s'installer. Et je prenais l'avion très souvent. Je prenais l'avion à peu près une fois par semaine pour aller à Paris pour donner des conférences. Et qu'est-ce que je voyais? Très souvent, des Japonais, à partir d'Israël, sortir une carte avec Tel Aviv, etc., et commencer à faire des plans. Mais des plans de quoi? Des plans d'urbanisation. Mais par rapport à quoi? Par rapport à leurs intérêts à eux. Et je voyais qu'ils travaillent, parce que comme j'étais... Excuse-moi de couper la parole, mais toute l'industrie des voitures est surtout japonaise. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, en Israël, oui. 2 voitures sur 3 sont japonaises. Bien sûr, exactement. Oui. Alors, à l'époque, c'était le Japon. Aujourd'hui, c'est la Chine. À l'époque, c'était le Japon. Alors, comment que le Japon a financé cela? Parce que ils ont acheté Tnuva, les Chinois. Bien sûr. Tnuva, c'est toute la production de lait, va directement en Chine. C'est pour ça qu'il n'y a plus de beurre en Israël, israélien. Il n'y a plus de beurre israélien en Israël. Pourquoi? Parce que les Chinois ont acheté à la base la production de beurre israélien. Ça va en Chine. Alors maintenant, les Israéliens sont obligés d'importer du beurre français, européen ou autre. Alors, mais ça, c'est le beurre qui est produit en Israël va en Chine aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, oui, absolument. Parce que Tnuva n'est plus israélien. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire que il n'y a pas d'ouvriers israéliens. Ça veut pas dire qu'il y a... Mais ils travaillent pour les Chinois. Ils travaillent pour les Chinois. C'est-à-dire que les Chinois ont acheté des parts de capital au marché financier, qui fait que, alors des fois c'est 1%, des fois c'est 3%, des fois c'est 5%, pour avoir la majorité relative. Mais à partir de ce moment-là, ils font la loi. C'est-à-dire une entreprise, elle vaut 100 milliards, je dis n'importe quoi, 100 milliards de dollars, une très grande entreprise. Il suffit d'avoir des fois 1 milliard de dollars, 1 centième pour avoir l'entreprise. Pourquoi? Parce que les 99 milliards de dollars sont divisés en 50 millions de personnes qui ne se connaissent pas les unes par rapport aux autres. Celui qui a 1 milliard de dollars, il a la mise. Donc c'est ça le truc. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la mondialisation. C'est-à-dire véritablement, il n'y a plus du tout d'entreprise française, d'entreprise israélienne, d'entreprise américaine. Tout le monde s'est déplacé aujourd'hui en Inde ou en Chine. Voilà. Alors, en plus de cela, ça fait déjà maintenant une bonne quarantaine d'années, n'est-ce pas, que ces forces-là, ces forces d'obscurité, ces forces de Nimrod, ont voulu accélérer la désindustrialisation de l'Europe et notamment de la France. Et ça a marché à 100%. Avec l'histoire d'aujourd'hui, du coronavirus et tout ce que vous voulez, les grands perdants de tout, ce sont les petites entreprises. Pourquoi? Évidemment. Parce que ces petites entreprises... Mais tout le monde comprend, tout le monde, celui qui a encore une tête d'être humain, comprend très bien que tout ce corona, c'est un prétexte pour détruire, on pourrait dire, les petites entreprises dans le monde entier. C'est ça. Alors, c'est un but, c'est pas le seul but, c'est un des buts. Bien sûr que non. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ce cadre de corps monde, on parle du corps monde, vous voyez, cette tête, moi j'adore, dans mes cours, je parle d'Adam Arishon avec une tête et un corps, mais inversé. Tout est inversé. C'est-à-dire, véritablement, un pays qui avait une fonction, entre guillemets, très spécialisée, perd cette fonction spécialisée, rentre dans le brouillard, et automatiquement, cette fonction-là se subdivise en de nombreuses fonctions, qui fait qu'on n'y comprend plus rien. Une question bête. On va prendre l'exemple de la France. Vous me suivez là? Oui, je n'ai pas de mots pour expliquer ce que vous nous enseignez. Je prends un exemple. La France, on va dire, c'est les parfums et le fromage. Les parfums et le fromage n'appartiennent plus vraiment à la France non plus. Alors, la technologie... Je prends un exemple, c'est beaucoup plus que ça. Le savoir-faire. Parce que j'aime tellement les fromages français. Bien sûr. Moi aussi. Alors, le savoir-faire... Et Garlin. Bien sûr. Le savoir-faire est français. Le savoir-faire est français, quoique ce savoir-faire est démultiplié dans le monde, et notamment aujourd'hui en Californie, mais d'une manière générale... Pour le fromage et les parfums oui, bien sûr, mais d'une manière générale, c'est français. Oui. Ça, c'est la marque. C'est ce qu'on appelle l'extériorité de la marque. Le camembert. Le camembert, c'est français. Mais il n'est pas produit qu'en Normandie aujourd'hui? Alors voilà. Alors maintenant, qui domine cette production? Ce ne sont plus les Français, c'est le marché financier. Parce que, vous comprenez, un jour l'entreprise, entre guillemets, Camembert, reçoit 1 ou 2 coups de téléphone d'un homme d'affaires chinois
qui vous dit, cher monsieur, chère madame, bonjour, comment allez-vous, etc. On avoue votre entreprise, nous sommes intéressés pour le marché chinois d'importer 10 millions je dis n'importe quoi, un exemple évidemment, 10 millions de camemberts par jour en Chine, mais nous avons besoin de voir un peu plus ce qui se passe chez vous et avoir une partie du capital, parce que selon la loi, nous avons besoin. Donc nous allons vous aider, nous allons vous donner 10 millions de dollars tout de suite, plus 50 millions de dollars l'année prochaine, pour pouvoir avoir le... Alors qui va dire non? Qui va dire non? Vous comprenez? Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils se font Voilà. Qui va dire non? Parce que d'où viennent ces 50 millions de dollars? Ils viennent du marché financier. Alors évidemment, à partir de ce moment-là, on va posséder non pas le savoir-faire français, qui reste en bonne partie français, mais on va prendre, si vous voulez, la technologie, et notamment par les capitaux qui ne sont pas... Oui, bien sûr, la technologie, par des capitaux qui ne sont pas forcément des capitaux chinois ou américains ou japonais ou ce que vous voulez, mais des capitaux mondialistes, qui viennent d'une chose qu'on n'a jamais vue. Peut-être au temps de Nimrod, ça existait, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, moi je vous dis, je suis incapable d'enseigner l'économie telle que je l'ai enseignée. Parce qu'elle n'existe plus. Parce qu'elle n'existe plus. Je peux pas. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais parler de planification, je vais parler d'ordonnancement des tâches dans l'entreprise. Mais ça n'a aucun sens. Parce que l'entreprise, aujourd'hui, son but, c'est le profit à court terme. C'est le profit immédiat. Si un coup de téléphone, par exemple, de monsieur X, de tel ou tel truc, qui vous dit, monsieur Ababou, moi, la vérité, je résisterai. Je vous dis franchement. Mais imaginons, monsieur Ababou, je vous donne 10 millions de dollars. Et vous me donnez votre entreprise, mais qui va dire non alors qu'elle vaut 500 000 dollars? Pourquoi? Parce que je vais dire, attends, je vais acheter une baraque, je vais avoir une bonne retraite. C'est humain. Alors ces forces-là utilisent le point faible de l'homme pour pénétrer, et encore pénétrer. Pourquoi faire? Pour posséder l'ensemble des secteurs qui sont des secteurs stratégiquement économiques et sociaux. Ou qui aujourd'hui parle de syndicats? Vous avez entendu parler de syndicats? À part ces malheureux gilets jaunes. Il n'y a pas de syndicats. Pourquoi il n'y a pas de syndicats, Raph? Parce que tout simplement, les règles du jeu sont éclatées. Les règles du jeu sont complètement brouillées. Nous sommes dans un monde de Nimrod. C'est tout. Du grand mélange. Du grand mélange. Donc, on n'a pas encore commencé à parler d'économie mondialiste, attention. On n'a pas encore commencé à parler du corps monde. Pour l'instant, on essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Donc, ce qui veut dire qu'il y aurait une sorte, bien sûr, derrière l'écran, d'union entre les grandes puissances financières du monde entier. Ça peut être des Américains, des Chinois, des Hindous, des Israéliens, peu importe, qui se mettent ensemble afin de tout réunir chez eux pour finalement ramener toute l'économie mondiale chez eux. Le but, c'est ça? Le but, c'est de dépersonnaliser la personne humaine. Le but, c'est de faire en sorte, j'ai parlé au début de Homo economicus, c'est de faire en sorte, c'est l'esclavage d'Égypte, ça. De faire en sorte que le bonhomme, il a besoin de tant de grammes de pain, de 30 kilos je dis n'importe quoi, de viande, et à partir de ce moment-là, on va lui donner son revenu, ce qu'on appelle le revenu... le SMIC. Oui, un revenu universel, ça s'appelle comme ça, aujourd'hui, c'est la grande mode. On va lui donner ça, ils nous foutent la paix. Ils vont nous foutre la paix. Ils vont nous foutre la paix. Ils vont nous foutre la paix. Vous savez, quand j'étais en doctorat, j'ai eu un professeur qui était un des conseillers privés du général de Gaulle. Et un jour, ce professeur, il nous a dit la chose suivante. Il est rentré au Conseil des ministres. À l'époque, le Conseil des ministres en France, c'était le mercredi. Il rentre au Conseil des ministres et il dit, mon général, nous avons, par les renseignements généraux, c'est la vérité ce que je vous dis, nous avons des preuves que le rock rentre en France. Le rock? Le rock, la musique rock rentre en France. Oui. C'est-à-dire Elvis Presley, nous sommes dans les années 60, oui. Elvis Presley 50, fin des années 50, Elvis Presley, etc. D'accord? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Le général de Gaulle a dit, espèce d'imbécile, ouvrez les boîtes de nuit, ouvrez tout cela, mettez le rock dans les radios, ils nous laisseront tranquilles.
ils nous laisseront tranquilles. C'est-à-dire dans quel sens nous laisser tranquilles? Ça veut dire ils nous laisseront gérer le pays, gérer l'économie, gérer le social, comme on le veut. Si on refuse l'Europe, parce que si on refuse l'Europe, etc., on va créer des mouvements, des mouvements sociaux, etc., tandis que là, on va les calmer avec de la musique, avec du sport, avec des... Oui, mais c'est le système de je te donne le doigt, tu me prends la main. Oui, mais les systèmes, je te donne le doigt, je te prends la main, mais pour l'instant, je te donne le doigt. Et pendant que je te donne le doigt, moi, je peux régner. Je peux régner. Vous comprenez? Et ça m'a été dit par un de ses conseillers les plus privés. C'est-à-dire que... Donc, je vais dire une grosse bêtise dans laquelle je suis extrêmement sérieux. C'est pour ça qu'on peut imaginer que le monde avait besoin d'un pays qui accepte d'être le cobaye expérimentationnel du vaccin, et Israël a accepté d'être le cobaye pour tous les autres, quoi. Voilà. Vous avez compris. Voilà, exactement. Voilà. Et j'imagine tout ce qui est sous la table, nos dirigeants ont dû recevoir comme argent, quoi. Non, j'ai rien dit, pardon. Oui. Mais une chose est sûre, c'est que le programme qui est le nôtre aujourd'hui, où les limites ne sont plus limitées, si vous voulez, où le contrôle n'est plus contrôlé, où la prévision n'est plus prévision, nous sommes dans un temps du va-vite, dans un temps où le profit immédiat est le seul, où le virtuel domine tout. Le virtuel, virtuel. Le virtuel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas l'économie naturelle, traditionnelle, concrète. Un bien et son Mais prix. Comme j'ai dit l'autre fois, je vous ai dit l'autre fois, qui va investir aujourd'hui vraiment dans une machine? Quel est le fou qui va investir dans une machine alors que c'est une PME? Il va avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, attends, si je fais ça, mais les Chinois, ils vont faire beaucoup moins cher, et automatiquement je vais avoir un crédit à la banque que je dois rembourser, et je suis foutu. Parce que tout simplement je ne pourrai plus réaliser la contrepartie de cet endettement, et donc je vais faire faillite. Par exemple, la concurrence entre le téléphone chinois et Apple. Malgré tout, Apple reste 1000 fois mieux sur le plan technologique qu'un téléphone chinois ou coréen. Alors attendez. Ça, je vais un peu répondre, mais d'une manière un peu plus agressive. Oui. Excusez-moi, Rav, avec tout le respect que je vous dois, vous ne comprenez pas. Les Chinois produisent aussi bien que les autres. Je précise. Tout le monde dit que... Attendez. Attendez. Les Chinois sont capables de faire des choses merveilleuses. Seulement, la capacité du Chinois, c'est de s'adapter au marché qu'il a en face de lui. Si vous venez, et ça je l'ai vécu en tant qu'économiste, si vous venez devant un Chinois, vous lui dites, moi j'ai besoin par exemple de chaises, de tables, mais je ne mets pas plus de $50 la chaise, je dis n'importe quoi, un exemple. Le Chinois va dire, il n'y a pas de problème. Il va faire la chaise pour $50. D'accord? Si vous dites, je vais mettre $500 pour la chaise, parce que c'est un truc de luxe, ils vont vous faire une chaise pour $500. Mais alors, c'est plus la même chaise, hein. C'est le même Chinois. C'est-à-dire que le Chinois, lui, qui est très intelligent, très rusé, n'oubliez pas, il est très intelligent, très rusé, un très fin commerçant. Les Chinois sont des commerçants, n'oubliez pas, la route de la soie. Donc il va vous dire, moi, la paire de chaussures, tu l'avais à $10, mais je te la fais à $10. Mais moi, alors il va voir le concurrent, moi je la veux à $30 parce que je veux du cuir beaucoup plus élevé. Mais d'accord. Je vais te donner une paire de chaussures à $30. C'est pas que les Chinois vendent de la camelote, c'est que les Chinois s'adaptent aux besoins de l'autre en face. Par contre, Apple n'acceptera jamais de faire un téléphone à $20. Voilà. Voilà. Si par exemple mon fils ou mon neveu ou mon copain veut importer 100 000 téléphones de Chine, il va téléphoner aux Chinois, maintenant ça se fait directement sur l'ordinateur, et il lui dit j'ai besoin, les Chinois vont dire voilà combien que vous voulez mettre, il va dire moi je veux mettre que, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, $50 par appareil, il n'y a pas de problème, vous les avez dans les 2 mois. Ils vont vous donner n'importe quoi, alors ça va marcher, mais c'est chinois. Ça va marcher, évidemment, mais seulement c'est un produit qui n'aura pas aucun rapport avec un produit que vous allez payer beaucoup plus cher, parce que la valeur ajoutée qui est dans le produit n'a pas de rapport avec la valeur ajoutée qui est dans notre produit. Donc, mais les Chinois, c'est pas que les Chinois produisent des camelotes, c'est que les Chinois s'adaptent par ruse, par savoir-faire, à l'offre qui est en face de lui, à la demande qui est en face de lui.
Et c'est comme ça dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et la majorité des demandes sont à bas prix. À bas prix, parce qu'il se passe. Moi, je vais acheter 50 000 paires, j'ai dit un exemple, évidemment, 50 000 paires de chaussures à 10 $. Je vais le vendre 50 $ en disant ce sont des produits et je vais empêcher, enlever les taxes, etc. 20 $ par paire de chaussures. Mais sur 50 000, regardez le chiffre. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en fin de compte, encore une fois, on est dans le profit à court terme. On n'est plus du tout dans le beau, au temps des manufactures du roi, Louis XIV, où on faisait le beau. Vous voyez? C'est pas qu'on n'est pas capable de faire du beau. Bien sûr qu'on peut faire du très beau. Peut-être même mieux qu'au temps de Louis XIV. Mais ce n'est plus du tout la règle. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société d'hyper-super consommation qui est même elle-même dépassée. Qui est même elle-même dépassée par quoi? Par une dynamique qui est une dynamique satanique, excusez-moi le mot, une dynamique satanique qui détruit tout sur son passage, qui détruit tout jusqu'à l'implosion de l'économie. Je ne suis plus capable d'enseigner l'économie, vraiment, je l'ai enseigné pendant 40 ans. Adam Smith, sur sa tombe, se retournerait 10 fois aujourd'hui, par seconde même. C'est pas du tout ce que voulaient les maîtres, les pères de l'économie moderne. C'est pas possible. Youssef Hatzadik, aujourd'hui, deviendrait fou. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, finalement, pour résumer de la manière la plus banale possible, c'est qu'une question de fric, quoi. Gagner un maximum. C'est une question... Ah, attendez, on va pas répéter. C'est une question, 1, de pouvoir. 2, comme vous dites, de fric. 3, de domination. De manière à ce que le pouvoir soit à moi. Pas ou l'autre. Donc, on va détruire les PME, parce que les PME sont, par définition, des entreprises qui veulent un jour devenir grandes. Par définition, un jour, le petit patron qui a risqué, qui a passé sa vie, va lui donner à son fils, son petit-fils, et son arrière-petit-fils, de manière à former une entreprise familiale prospère. C'est fini aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce n'est plus du tout dans l'ordre des choses. On est dans un monde de brouillard. Donc, à partir de ce moment-là, aujourd'hui, c'est quoi? C'est que je vais essayer de gagner un maximum d'argent. Comme on dit en hébreu, marpatli. Hein? Qu'est-ce que je m'en fous? On va gagner un maximum d'argent dans un temps très court, de manière à avoir un maximum de choses pour gagner un certain pouvoir par rapport à mes copains, mes cousins. Oui, en vérité, vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, c'est ce que disent nos maîtres. La plus haute de tous les défauts humains, c'est la recherche de pouvoir. C'est ça. Plus encore que l'argent. Mais bien sûr. C'est bien sûr. Donc, alors, maintenant, la prochaine fois, si Dieu veut, Bezrat Hashem, on va essayer de savoir qu'est-ce que c'est que cette histoire de corps monde. Pourquoi on parle d'économie monde? Pourquoi on parle de mondialisation? Alors, on a compris plus ou moins ce que ça veut dire. Ça dépasse complètement, alors je résume, l'international, ça dépasse complètement l'État-nation là. Ben, comme l'immigration, on essaye de tuer l'identité nationale. Voilà. Sur le plan physique, sur le plan économique, à tous les niveaux. Culturel religieux, aussi. etc. C'est-à-dire, véritablement, les religions aujourd'hui. Ben oui, religion. On ne peut plus dire aujourd'hui que l'Europe, elle est chrétienne. Voilà. Elle est beaucoup plus musulmane que chrétienne aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fin de compte, il y a eu des conditions à la mondialisation. Ces conditions ont été réalisées au fil des ans, au fil des siècles, lentement mais sûrement, pour arriver à un point, j'allais dire, cosmique, d'aujourd'hui, qui fait qu'on domine presque tout. C'est l'idéologie nimrodienne. On revient finalement, la Torah nous avait déjà prévu il y a 4000 ans de ce qui allait se passer avant la délivrance finale. Voilà, et on passera, et la prochaine fois on parlera du corps monde et de la pensée unique, et de relation entre les deux. D'accord? La pensée unique, ce n'est pas seulement le profit à court terme, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bien sûr, on va essayer de comprendre un peu ce que c'est que cette histoire de pensée nimrodienne, qui fait que véritablement, tout est brouillé. Et que seulement celui qui pense comme la pensée unique, regardez la pensée unique, hein, comme l'acte unique, en Europe, on l'a vu la dernière fois, comme la monnaie unique, il y a la pensée unique. Alors si je ne suis pas dans ce moule de la pensée unique, eh bien je suis un scélérat, je suis un brigand, un voleur, un complotiste, tout ce que vous voulez. Donc il faut comprendre maintenant ce que c'est que la pensée unique, intégrée dans cette mondialisation. C'est quoi le corps monde?
voilà ce qu'on va essayer. Après ça, on parlera de l'économie d'aujourd'hui, avec évidemment ce qui se passe avec le virus, Corona, etc. Quelles sont les conséquences dramatiques. Et bon, Baruch Hashem, je suis, contrairement à ce qu'on pense, très optimiste, Rav. D'accord? Parce que vous êtes Sfarad, moi je suis Ashkenaz. Moi je suis... On est tous un peu des deux. Vous savez bien que les forces de Joseph sont Ashkenaz et les forces de Yehuda sont Sfarad. C'est Rachi qui le dit. Bien sûr. La tribu de Yehuda a été exilée en Sfarad. Voilà. Allez, donc c'est eux qui vont libérer les Ashkenazim de leur grande maladie d'être pessimistes. C'est pour ça que je suis très optimiste. Mais seulement, on va passer un moment d'accouchement, qui est un accouchement, on voit aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis, un accouchement douloureux, peut-être même très douloureux, parce que tout simplement, tout va, selon nos propres yeux, s'effondrer. Parce que ça repose sur quoi? Sur du sable. Bien sûr. Alors que le monde, Dieu a créé le monde magnifique, le monde solidaire, le monde structuré, l'économie est hiérarchiquement structurée. Chez nous, il y a le Kohen Gadol, les Kohanim, les Lévi'im, il y a les anciens, il y a les chefs de tribu, et il y a le peuple. C'est une pyramide, mais c'est une pyramide positive. Eux, ils veulent créer une pyramide négative de destruction. Nous, on va vers la construction, on va vers la bénédiction. Eux, ils veulent aller vers la malédiction et la destruction. Ben, c'est la malédiction qui a été donnée sur le serpent. Voilà. Et comme toutes les forces qui dominent le monde aujourd'hui sont des forces serpentiques, automatiquement, elles sont maudites. Voilà. Et elles veulent propager la malédiction dans le monde entier. Exactement. Écoutez, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Et chaque rencontre, je reste scié. Et je pense qu'il y en a des milliers d'autres qui vont rester sciés. Ce que vous avez dévoilé aujourd'hui, cher ami, c'est... Vous avez cette capacité des choses que tout le monde ressent, mais de les exprimer d'une manière tellement claire, tellement profonde, tellement authentique. Et j'espère vraiment que grâce à vous, des centaines et des milliers vont se réveiller et prendre conscience qu'on est dans une situation qui n'est pas facile. Et que cette prise de conscience, grâce à des révélations comme vous le faites, cette prise de conscience peut-être permettra au monde de s'en sortir. J'en suis convaincu. On va s'en sortir. Avec beaucoup d'optimisme comme vous. Voilà, on va s'en sortir. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Ababou. Vraiment que Hachem vous bénisse. Amen, amen. Pour vous aussi. Vous êtes une grande lumière pour notre génération. Merci beaucoup. Merci beaucoup.